Toutes, merci de vous être déplacés aujourd'hui pour cette conférence de presse de fin de saison. Un bilan sportif tout d'abord, pour vous dire que on a à la fois un sentiment de frustration et de progression. De progression parce que depuis qu'on est arrivé, chaque année on fait mieux que l'année passée. Alors je ne sais pas jusqu'où on va s'arrêter, mais en tout cas les faits sont là. On voulait faire mieux que la 11e place de la saison dernière et on y est arrivé en finissant 10e. Je crois que c'est la première fois depuis 2013 ou 2014 que le club se classe dans les 10 premiers. Mais aussi beaucoup de frustration parce qu'on pense qu'on pouvait faire mieux. On a eu des opportunités dans la saison, il y a eu des virages à prendre qu'on n'a pas pris. On est parti un peu dans le décor au lieu de prendre le virage. Et il y a plusieurs explications à cela, je pense, et je doute pas du fait que vos questions perspicaces m'amèneront à des explications que j'espère seront aussi perspicaces. Et puis après, une énorme déception, de la colère même, je dirais, c'est par rapport au match à domicile, parce qu'on n'arrive pas à gagner, de manière régulière, c'est-à-dire d'enchaîner de la continuité dans les performances à domicile, enfin dans les résultats, pas dans les performances, mais dans les résultats. Donc ça, c'est vraiment un sentiment de colère et de révolte contre nous-mêmes, hein, on est en colère contre nous-mêmes. Quand on parle de ça, et puis on est 8e classement à l'extérieur, 14e à domicile, donc c'est pas entendable. Il faudrait au minimum qu'on soit 6, 7, 8 à domicile et qu'on garde les mêmes performances à l'extérieur. On a loupé des matchs au stadium, des matchs clés, je pense à Montpellier, je pense à l'OL, je pense à Strasbourg aussi, même si le duo Bastien-Frappard nous a beaucoup aidé à perdre ce match-là. Le match de Guingamp en Coupe de France, que j'hésite pas à décrire comme une faute professionnelle de notre part. Voilà, donc on est dans ces sentiments très ambivalents entre la progression qui est indéniable, la frustration qui est indéniable, la colère qui est indéniable par rapport aux performances des matchs à domicile. On a essayé de garder, d'être consistant dans nos styles de jeu, qui est basé, comme vous le savez, sur le jeu de position et sur la possession. Par contre, ce que je veux qu'on évite à tout prix, parce que c'est pas notre culture et c'est pas ce qu'on veut, c'est qu'on devienne une équipe de transition, c'est-à-dire de contre-attaque. Et les chiffres, si on regarde les chiffres bruts, on se dit qu'en fait, quand on fait 14e à domicile et 8e à l'extérieur, c'est parce que on a plus de mal à faire du jeu quand on est chez nous, peut-être moins de volonté de s'exposer, de prendre des risques, pour essayer de franchir le rideau défensif adverse, et que ça nous est plus facile à domicile parce que c'est à l'extérieur, pardon, parce que c'est l'autre équipe qui doit sortir. Donc ce jeu de transition, il faut l'utiliser à bon escient. Par contre, je ne peux pas entendre parler dans le futur et notamment l'année prochaine qu'on devienne une équipe de transition, parce qu'on l'a jamais été. Tant que je serai président du club, on le saura pas. Autre point positif, parce qu'il faut quand même être terre à terre et garder les choses à l'esprit, c'est qu'on a, comme d'habitude, largement surperformé par rapport à notre budget et à la masse salariale. Ça, c'est un marqueur très fort pour nous. Comme je dis souvent en interne, on a beaucoup moins d'argent que les autres, donc si on fait la même chose que les autres, on va pas avoir de succès. Donc on essaie de faire les choses différemment, comme vous savez depuis qu'on est arrivé. Et ça pour nous c'est important, ce marqueur de surperformer de manière extrêmement importante notre masse salariale. C'est fort pour nous, c'est très important. Voilà, nos styles de jeu nous permettent de le faire, notre identité nous permet de le faire, notre culture nous permet de faire ça. L'utilisation de la data, on est persuadé que cela nous permet de faire ça. Et ça, il faut qu'on continue. La projection sur les années qui arrivent, l'objectif d'amener la 3e ville de France en Europe de manière régulière,
au foot, pas qu'au rugby, est toujours présente. C'est notre intention. Vous connaissez tous le contexte financier du foot français, et donc il y en a pour lequel un certain nombre d'entre nous, ça va devenir de plus en plus difficile, et un challenge de plus en plus important à l'avenir d'arriver à faire ça. Mais c'est pas parce que le challenge financier ne nous fait pas peur. Comme je viens de vous dire, on pense que en se battant avec des armes différentes des autres, on peut arriver à atteindre des objectifs qui normalement ne sont pas atteignables pour nous si on regarde que les finances. Si vous regardez les équipes qui sont juste au-dessus de nous ou juste en dessous de nous au classement, sans parler à celles qui ont eu des accidents industriels qui sont plus bas dans le classement, on se bat avec des équipes qui ont 3, 4, 5 fois notre masse salariale, qui sont à peu près dans les mêmes eaux que nous au classement. Donc ça veut dire que sur performance, on y arrive, on la maintient, et on veut la maintenir dans le futur pour nous projeter vers l'année prochaine. L'objectif, ça sera de faire mieux que cette année. C'est une évidence. Et puis et continuer à viser le fait d'atteindre des Coupes d'Europe ou une Coupe d'Europe de manière régulière dans les années qui arrivent. Ça sera toujours notre volonté. Je sais que vous n'êtes absolument pas venir pour ça, mais je vais quand même vous parler un peu de Mercato, pour vous dire que ça sera sûrement le Mercato qui représente le plus gros challenge depuis que je suis arrivé au club. La première année, le premier été en était un, avec des salaires de Ligue 1 en Ligue 2, c'était pas facile, mais de savoir qui devait partir, qui on devait garder avec des salaires astronomiques. Mais cette année, c'est un mercato qui va représenter une épreuve pour beaucoup d'entre nous dans le foot français. Pour la première fois depuis qu'on est arrivé au club, on a besoin de vendre avant d'acheter, parce qu'en fait on n'a plus de revenus de droits télé. On a perdu 40% de nos revenus commerciaux en un an, en gros, et indépendamment de notre volonté. De manière paradoxale, et je pense que j'y reviendrai un peu tout à l'heure, tous les autres voyants sont ouverts d'un point de vue sur la partie business du club, mais la partie revenu, droit télé est en grand danger, puisqu'à ce jour on est à zéro. Donc on a établi avec notre comité exécutif, et notamment avec notre directeur financier, plusieurs scénarios, avec des droits télé à 0, des droits télé à 2 millions, des droits télé à 5 millions, des droits télé à 7 millions, des droits télé à 10 millions, qui sont l'équivalent de cette année. Et bien évidemment, si on a 0 ou 10, c'est pas la même. Et donc, le mercato sera très compliqué à cause de ça. On a identifié des cibles, bien évidemment. Ces cibles-là, qui ont accepté de venir, on a des accords avec plusieurs joueurs déjà. On est en discussion avec des clubs, mais par contre, il est impératif qu'on vende avant de pouvoir acheter. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive. J'en profite pour vous annoncer que nous avons un accord de principe avec Zilina pour le transfert de Mario Sauer, qui était là depuis 3 jours et qui est reparti tout à l'heure, avec un transfert qui sera effectif au 1er juin. Comme vous le savez, le CA de la Ligue a voté une ouverture du marché des transferts du 1er au 10 juin pour permettre au PSG de se renforcer s'il voulait pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et puis après, ça va rouvrir, je crois, le 16 ou le 17, jusqu'à la fin du mois d'août. Donc le transfert sera officialisé à ce moment-là. On est très content de l'avoir fait venir. Je crois que vous m'avez entendu dire qu'en janvier, il y a un joueur qui était à l'aéroport qui n'a pas pu prendre l'avion, c'était lui. C'est un renfort qu'on avait vraiment, on a tout fait pour le faire venir en janvier, suite au départ de Denis, à la blessure très longue durée de Niklas, où on était en difficulté au milieu de terrain. On pensait qu'on pouvait être en difficulté au milieu de terrain, et puis surtout, vu ses performances de très haut niveau, on avait peur que son prix augmente de manière considérable entre la période de début février, notamment si son club remportait le titre, jusqu'à l'été. Et puis comme il va faire le championnat d'Europe espoir,
Je connais un peu la valeur des joueurs qui font le championnat du Raptor Sport et ça serait devenu intouchable pour nous. Donc on est très 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 content de l'avoir fait venir. Sur les départs qui sont sur les retours de prêt de Miyaziac à Fenerbahçe, de Umit à l'Agnaspor, on ne lèvera pas l'option. Gabi aussi qui nous quitte libre, Djibril Sidibé avec lequel on est en discussion mais qui est libre, et Joshua aussi, King. Les retours de prêt sont programmés, certains retours de prêt sont programmés, d'autres je ne peux pas vous donner d'informations parce que les clubs, certains clubs ont des options à lever, il y a des options qui sont à lever entre le 30 mai et le 15 juin, donc on ne sait pas ce que ces clubs-là vont faire encore, et on n'a pas même pas de tendance, donc là-dessus je peux encore rien vous dire. La bonne nouvelle, parce que c'est beaucoup de bonnes nouvelles quand on est président du TEF, au fur et à mesure de l'année, la 10e place, le stade qui est rempli, etc., etc. Il y a une très bonne nouvelle aussi, c'est que on va faire signer 6 contrats pro à nos jeunes joueurs du centre de formation, ce qui confirme notre approche que l'on a eu depuis le départ, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui est constituée, d'avoir un mix entre des joueurs qu'on prend de l'extérieur, principalement étrangers, pour la bonne et simple raison que le marché pour nous est inatteignable, financièrement, le marché français, pardon, est pour nous inatteignable, et donc ça va pas changer, surtout avec ce que je viens de vous dire par rapport à Mario, et des pitchouns qui montent du centre de formation. Et donc ce mix qui nous réussit énormément depuis 5 ans, ben on va le renforcer par l'arrivée d'un nombre encore plus important de pitchouns à partir du 1er juillet. Quand on parle de bilan aussi, je voudrais faire un bilan par rapport à la saison de notre équipe de 2e division de Second League féminine. On s'est retrouvé dans une situation à la fois extrêmement intéressante, excitante et paradoxale, parce que tout le monde nous prodisait la descente, et on s'est retrouvé, on avait un pied 3/4 et 9 orteils en D1 Arkema jusqu'à la 88e minute du match contre Lens ici. Donc c'était une saison magnifique, avec une qualité d'enjeu exceptionnelle. J'ai pris un plaisir incroyable à les voir jouer. On a battu Fleury en Coupe de France, on a amené Le Havre jusqu'à la dernière minute en Coupe de France aussi, ce qui était 2 exploits. On a eu beaucoup de monde au stade. Le match contre Lens ici, où on a fait payer les entrées pour la première fois, on a fait 3640 spectateurs, on a fait 7002 contre Lille. Donc c'est super ce qu'on a fait, l'énorme déception et la frustration. Comme avec les garçons, c'est ce but pris à la 88e minute contre Lens qui nous coûte la montée. Donc on est parti on allait jouer la descente pour arriver à une 3e place et une montée virtuelle pendant 88 minutes. Voilà, donc c'est beaucoup de joie, c'est un groupe extraordinaire, très bien mené par Antoine Gérard. Avec des athlètes qui sont des footballeuses qui sont agréables à vivre, qui s'entraînent très bien, qui ont un état d'esprit et des valeurs comme on les veut au TEF, qui collent parfaitement à l'identité de jeu comme l'on a aussi. Et puis la grande nouveauté par rapport aux autres années, c'est le public. Elles ont séduit le public, beaucoup de public. Elles ont séduit également beaucoup de nos partenaires qui sont venus voir des matchs. Et ça c'est super. Donc voilà, l'année prochaine l'ambition sera déclarée de monter. Reims et Guingamp qui descendent seront des clients. Lille qui va absolument monter sera un client aussi, ou elles seront des clientes, pardon. Mais on veut monter la saison prochaine. Le bilan du centre de formation, c'est un peu comme avec les garçons et les filles. C'est de la progression et de la frustration. La progression, c'est évident parce que quand on fait signer autant de contrats pro, c'est que le centre de formation travaille bien, mené par Julien Lacour et Michael Delestrès, qu'on a prolongé comme directeur technique du centre de formation, avec un excellent, le style de jeu est très bon, mais encore on perd contre Auxerre chez nous en Gambardella, on voulait la gagner, on perd ici contre Rennes en demi-finale challenge du centre de formation. Alors que pour moi, j'étais au match, on avait la meilleure équipe. Donc
à l'avenir, on voudrait gagner des titres, regagner des titres avec le centre de formation, parce que je n'oublie pas que l'année où on est monté, on est champion de France de moins de 17 avec la génération Rest, Mawissa, même si Guillaume n'a pas joué la finale, parce qu'il était blessé, et Djouma, et Haraj et compagnie. Donc c'est des jeunes, j'allais dire des gamins, à 20 ans, ils sont plus des gamins, mais c'est des jeunes qu'on voit maintenant arriver dans le centre, dans les groupes professionnels. Et comme je vous disais tout à l'heure, le centre de formation, c'est notre première source de recrutement. On a ce qu'on appelle un plan de succession avec notre comité stratégique foot au club qui est très important. C'est-à-dire qu'avant de regarder sur l'extérieur, si on prend un joueur ou pas, on regarde à l'intérieur au centre de formation ce qu'on a. Et la progression, alors vous avez des progressions fulgurantes et des arrivées fulgurantes dans l'équipe professionnelle. Guillaume, Christian, Mawissa l'année dernière, JD cette année à partir du match de Lens le 6 janvier, même s'il avait fait des apparitions avant. Et puis vous avez des joueurs en maturation lente, ce qu'on appelle. Et je pense qu'une des raisons de notre succès en tant que centre de formation, c'est que les joueurs talentueux à maturation lente, on les attend. Et on les attend parce qu'il y a un alignement total entre la direction du club, qui est représentée par le comité stratégique, et l'entraîneur d'équipe professionnelle, le staff technique de l'équipe professionnelle, le staff technique du centre de formation. Et par exemple, un joueur comme Noah, on savait que Djouma, on savait que peut-être que si Guillaume et Christian Mawissa mettent 2 mois pour rentrer dans l'équipe, Noah, et peut-être qu'il va prendre 2 ans, mais ça importe peu parce qu'on connaît la qualité du joueur, on connaît son état d'esprit, on sait ce qu'il peut faire, on sait les différences qu'il peut créer. Donc voilà, ce plan de succession, ça nous permet de faire de la place à nos jeunes joueurs quand on pense qu'ils sont prêts, et c'est des choses qu'on projette 1 ou 2 années à l'avance. Des fois on travaille même 3 années à l'avance. Et donc c'est pour ça que le centre de formation restera toujours notre première source de recrutement. Une info que ça faisait, je sais pas de combien de temps que je parle, mais je vous ai pas donné de stats. Une stat qui vient pas de nous mais de la DTN, qui est venue nous voir, la direction technique nationale, pour nous dire qu'on est maintenant on est le centre de formation qui est le 3e plus gros pourvoyeur de joueurs en équipe de France, de U15 à U21. Moi, je crois qu'on en a 15. Moi, je rajoute Christian dedans, 16, parce qu'il est chez nous. Il est de chez nous. Et puis, quand vous rajoutez Manu Koné en pro, en A, pardon, qui est titulaire, c'est le dernier match de l'équipe de France A, ça vous montre la qualité de notre centre de formation. On en a 2 au championnat d'Europe Esport, du moins dans la liste avec Noah et Guillaume, plus Azizi qui est en train de faire des arabesques impressionnantes au championnat d'Europe moins 17, pour nommer que lui, mais on en a d'autres. Voilà, on a des très 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 belles générations qui arrivent, et on a beaucoup d'espoir dessus. Juste un point par rapport au début de la saison prochaine, pour vous informer du fait qu'on a conclu déjà des matchs amicaux. Donc je lis mes notes pour être sûr de ne pas me tromper. Le 12 juillet, on jouera contre Pau à Tarbes. Le 18 juillet, on jouera contre Queen's Park Rangers au Canet-en-Roussillon. Le 26 juillet, on jouera un match à l'étranger. On a 2 choix, on est en train de réfléchir. Du 29 juillet au 2 août, on aura un stage en Autriche avec 2 matchs contre des adversaires de calibre européen. Et le 10 août, on reçoit le FC Séville ici, un match de gala. Voilà, comme ça vous avez autant d'infos que moi. Pour ce qui est de la vie du club, de manière plus générale, je dirais, malgré le fait qu'on sous-performe à domicile et qu'on ait pris de grandes claques dans la figure, comme je disais tout à l'heure, le public nous suit de manière assez extraordinaire. La ferveur est là, une ferveur populaire incroyable. Le stade est populaire, il est familial, il est jeune, il se féminise, ce qui est pour nous très important. La LFP nous a fait faire une étude avec Ipsos qu'elle nous a communiqué récemment. Il y a 8 millions de personnes en France qui ont un intérêt envers le TEF.
1,5 million de supporters, des gens qui se disent supporters du STEF. De manière très intéressante, seulement 50% sont d'Occitanie, et tout le reste est hors Occitanie, sur le 1,5 million, et avec un split pratiquement égal sur ce nombre, de 53% d'hommes et de 47% de femmes, et une part de 24%, 25% des 16-24 ans. Donc ça montre à quel point le club est dynamique, à quel point il est populaire, à quel point on attire du monde. Si je parle trop vite, que vous n'avez pas enregistré, je pense que Martin et Maxime pourront vous faire passer les stats. 445 000 spectateurs sur la saison, ce qui est un très beau chiffre. L'année où on est monté, on faisait 21 000 de moyenne. Cette année, donc c'est qu'il y a 3 ans, cette année on est à 26 200 de moyenne. On a gagné plus de 5 000 personnes de moyenne sur 3 ans. C'est énorme. Le taux de remplissage du stade est de mieux en mieux. On a été voté ou élu, je sais pas quel est le mot, premier stade en France en termes d'expérience de match, avant match et d'après match, et tout ça c'est un travail énorme que l'on fait, que nos équipes opérations entre autres et marketing et com font toute l'année. Ils se creusent la tête sur comment être attractif, comment faire venir les gens, comment faire venir les gens tôt, et je dois dire que notre communauté et nos supporters nous le rendent énormément. De par ce ferveur populaire dont je parlais tout à l'heure. On a lancé la campagne d'abonnement hier, comme vous le savez sûrement, et il y a un chiffre qui nous a choqué, deuxième période stat. Il y a un chiffre qui nous a choqué, c'est que les gens qui sont abonnés depuis hier, 40% d'entre eux, on ne les connaissait pas avant. Ils sont de nouveaux abonnés. Et ça, c'est un choc parce que ça nous était jamais arrivé. Et ça veut dire qu'on est en train de conquérir un nouveau public encore plus rapidement et encore plus fort que ce qu'on le pensait. Parce qu'encore une fois, ce sont des chiffres qu'on n'avait jamais vus jusqu'à maintenant. Pour ce qui est également de ce que j'appellerais plus la vie de club, on est à la fin de la première année de notre collaboration avec Nike. Pour nous, vous savez que c'était un partenariat extrêmement important et gratifiant d'avoir été sollicité par Nike et de signer avec eux, et qu'on soit considéré par Nike comme ce qu'eux appellent un asset, c'est-à-dire une valeur forte. C'est pour ça que vous avez remarqué que nos maillots ne sont pas des maillots catalogue. On a négocié un contrat avec Nike et que Nike a accepté, qui nous permet de fabriquer nos propres maillots, et vous ne les trouverez pas ailleurs. Le maillot Third de cette année qui a été fait en collaboration avec Visionnaire, Floreoli et nos services était un succès incroyable, il n'y en a plus. Et donc cette collaboration avec Nike, elle est extrêmement positive. Autre aspect que l'on a ouvert en septembre dernier, on a ouvert un service interne de commercialisation, excusez-moi, d'événements au stadium, de séminaires notamment et de congrès. En quelques mois, on a fait c'est le vrai chiffre, 31 dates, sans compter le mois de mai et le mois de juin, on a beaucoup d'événements qui arrivent. On a de très gros congrès comme des événements un peu plus confidentiels. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous quand on cherche à diversifier les ressources. Et on pensait pas que la croissance serait aussi rapide en aussi peu de temps. Et encore une fois, c'est grâce à notre communication, grâce au fait que on travaille différemment et qu'on est vu différemment, qu'on arrive à faire ça. On a la volonté, on a toujours eu, on aura toujours d'être innovant comme club, et on continuera toujours à le faire. Dernier petit point, parce que c'est aussi quelque chose d'important pour nous, c'est le programme du club Christophe Revaux, qui est un succès énorme, au point où on est débordé par notre succès. On est 45 à l'heure actuelle, et je pense qu'on pourrait monter à 100 très facilement. Donc on est en train de réfléchir comment accueillir plus de clubs. Dans notre programme de clubs partenaires, il y a 1500 abonnés qui sont en tribune famille, donc en tribune Revaux, qui viennent de ces clubs partenaires. Voilà, ça ne fait que réaffirmer notre ancrage local. Au début, on pensait que ça restait dans l'agglomération toulousaine et puis un peu au-delà, et là maintenant on est sollicité par des clubs qui sont
au-delà de l'Occitanie, ou alors plus vers le Roussillon que vers l'ancien Midi-Pyrénées. Voilà, donc ça c'est super parce que ça veut dire que le club est attractif, ça veut dire que ce qu'on fournit au club, au club du programme Christophe Revaux sur un plan technique, dans nos échanges techniques, quand on va dans les clubs avec nos entraîneurs, quand on fait venir les entraîneurs ici, ça marche. Ça veut dire que le soutien que l'on donne au club Christophe Revaux sur le plan commercial, en leur permettant d'avoir accès à des produits Nike à des tarifs extrêmement avantageux s'ils veulent équiper leur club avec ça, ou en faisant par le programme des abonnés, des abonnements, ou en faisant des masterclass en com, en marketing ou en vente, comme on le fait de manière régulière, ça plaît beaucoup. Et comme je vous disais, on est débordé par la demande. Et ça c'est génial d'une certaine manière. C'est juste que il faut qu'on trouve les ressources humaines et financières pour arriver à combler les demandes. Dernier point, j'en aurai fini avant de passer à vos perspicaces questions. La situation du foot français de manière macroéconomique, je dirais. Il y a un aspect qui m'inquiète énormément, c'est le piratage. Il y a une consommation du foot français dans les stades qui bat tous les records, pas qu'ici, mais partout. Vous avez vu les chiffres sur la dernière journée, sur la 34e journée, et on était bien placé pour le savoir parce que j'ai rencontré Jean-François Soucas le lundi quand on avait la réunion de la restitution des groupes de travail à la 3F le lundi du match à Saint-Thé de la semaine dernière, et les places sont vendues en 15 minutes. Geoffroy Guichard s'est vendu en 15 minutes. Donc c'est pour ça que je dis qu'on était bien placé pour le savoir. En jouant à Geoffroy Guichard le dernier match et dans une ambiance absolument extraordinaire, comme les Stéphanois savent le faire. Donc dans les stades, il n'y a jamais eu autant de monde, il n'y a jamais eu autant d'intérêt. Quand vous gardez les chiffres, notamment chez les jeunes des 15-35 ans, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour la Ligue 1. La Ligue 1 n'a jamais été autant regardée. Le problème, c'est que les gens qui regardent, ils ne payent pas. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Ce que j'appelle de mes vœux les plus forts, c'est que le politique prenne le sujet à bras-le-corps. Il y a une PPL qui est déposée, qui va être débattue en commission fin mai et en hémicycle au Sénat début juin. La partie piratage est dedans, et moi j'ai qu'une crainte, c'est que la partie piratage doive attendre, de lutte contre le piratage, excusez-moi, doive attendre, parce que la PPL est composée d'autres aspects qui peuvent attendre quand on compare au piratage. L'Italie a changé sa loi, l'Angleterre a changé la loi il y a bien longtemps, l'Espagne a changé la loi, l'Allemagne a changé la loi. On est le dernier pays, en fait, dans les 5 grands championnats européens, ou 5 grands pays européens, qui n'a pas changé la loi et qui ne peut pas lutter contre le piratage. Et s'il n'y a pas de lutte contre le piratage, très rapidement, le foot français court vers sa belle mort. Donc c'est un enjeu extrêmement important, et il ne faut pas que ce soit un enjeu politique, il faut que ce soit un enjeu d'intérêt général pour le sport français, parce que quand les revenus des clubs français baissent sur les droits télé, la taxe Buffet qu'on nous prélève, qui est de 5%, qui alimente le sport olympique, elle baisse, l'argent qui est reversé par la Ligue vers la fédération baisse. Donc c'est un problème pour le foot amateur, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un projet ou un problème d'intérêt supérieur du football français, je dirais même du sport français. Comme vous le savez peut-être, Philippe Diallo m'avait demandé de coordonner le groupe de travail qui s'intitulait stratégie économique, et auquel j'ai tenu à rajouter mise en valeur du produit et contenu. Le groupe de travail a fait une restitution, ça a été plus de 16 heures de réunion du groupe de travail, il y avait 12 clubs, 13 clubs.
Ça a été une aventure, enfin, ça a été une expérience pour moi passionnante parce que j'ai énormément appris sur énormément de choses, dans un esprit de collaboration totale. Donc, quand vous entendez que le foot français, les dirigeants se déchirent, qu'ils ne peuvent pas collaborer, tout ça, c'est faux. On a fait, je crois que le rapport final, on tient 350 ou 400 pages. On a fait 40 propositions pour changer littéralement le foot français, son contenu et son économie. Ces 40 propositions vont être circulées, pardon, c'est un mot anglais, vont être transmises aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 entre demain et la semaine prochaine pour un vote. Ce sont des propositions qu'on a déjà, j'ai présentées en collège de Ligue 1, donc ça ne sera pas une surprise. Et après, on va essayer de mettre en place le plus de réformes possible, le plus rapidement possible. Encore une fois, j'ai une crainte, c'est qu'on se trompe de combat, et que tout le monde parle de gouvernance du football français. Est-ce qu'il faut une société commerciale de clubs, 2 sociétés commerciales de clubs pour la Ligue 1, la Ligue 2, ou que la Ligue 1 et la Ligue 2 sont ensemble? Je vais vous dire franchement, et excusez-moi et passez-moi l'expression, mais ça je m'en fous. Et c'est ce que j'ai dit à certains de mes collègues. Tout le monde prend un exemple, le foot anglais et la Première Ligue, je la connais bien, parce qu'elle a été créée en 92 et qu'avec Arsène, lui est arrivé à Arsenal en 96, moi en 97, donc elle avait que 5 ans. Que la personne qui a créé la Première Ligue, David Dean, ben, j'ai travaillé pour lui pendant 7 ans à Arsenal, parce que c'était le propriétaire. Et ce qui fait le succès du foot anglais, c'est pas la gouvernance, c'est pas le fait qu'il y ait 2 sociétés commerciales entre la Football League et la Première Ligue, c'est le contenu. C'est le contenu du progrès, du produit, et c'est ça qui va nous sauver. C'est le contenu que l'on va mettre sur le terrain et que l'on va transmettre à nos téléspectateurs qui va sauver le foot français. C'est pas une société commerciale ou 2 sociétés commerciales. Et c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps et d'énergie, sûrement au détriment du club, à ce projet sur les 2 ou 3 derniers mois, et que je vais mettre beaucoup de temps et d'énergie dans les mois qui arrivent pour faire passer le plus de réformes qui seront votées à la majorité. Et s'il y a une réforme dans laquelle je crois, mais qui est pas votée, ben on la fera pas passer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce qui va nous sauver, c'est l'image. Il faut qu'on restaure notre image. Il faut qu'on améliore considérablement notre produit. La F1 a évolué, le rugby a évolué, le basket a évolué. Si vous avez été passé par Fenerbahçe, qui est un des plus grands clubs européens au basket, ayant côtoyé l'Euroleague, ce que fait l'Euroleague au basket, il y a le Final Four ce week-end à Abu Dhabi. C'est magnifique. Le produit qu'ils ont mis sur le parquet, c'est absolument magnifique. Et nous, on n'a pas évolué. Et donc, l'avenir du foot français passe par des réformes qui vont améliorer le contenu que l'on produit avant de parler de gouvernance. Voilà. Je peux partir? Non. Il y a la première question, c'est ça? Allez. Je te laisse te présenter. Je passe. Bonjour, Romain Amalric pour RMC. Je ne sais pas si ma question sera perspicace, mais en tout cas, elle sera peut-être un peu candide pour rester sur le dernier sujet que vous avez évoqué. Concrètement, j'imagine que vous n'allez pas détailler les 40 propositions, pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre quand vous dites réformer le football français, améliorer le contenu, juste pour qu'on puisse comprendre quelle idée vous avez en tête? Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets. Le fait que l'arbitre... une des réformes, c'est de mettre un micro et une caméra sur l'arbitre. Et de mettre le téléspectateur au cœur du jeu en permanence. Une des réformes, c'est de permettre à l'arbitre d'annoncer la décision VAR à un micro et sur les grands écrans dans le stade. On est allé jusqu'à un niveau de granularité qui est tel qu'on est allé jusqu'à discuter d'emplacement des caméras dans le stade, de la qualité de la réalisation. Combien de journalistes il doit y avoir? Qu'est-ce qu'on fait sur un multiplex? Comment on le réalise? Comment on l'anime? On se pose des questions sur... alors
du coup, vous me prenez de court, mais enfin, je vous en ai déjà donné quelques-unes. On s'est bien sûr posé énormément de questions sur la création de la chaîne ou pas la création de la chaîne. Ça a dû être 80%, non, peut-être pas, 60%, 70% de notre travail. Voilà, donc ce sont des choses qui n'ont jamais été faites dans le foot français. Ouvrir les vestiaires, ouvrir les causeries, ouvrir les vestiaires avant match, mettre un micro et une caméra sur un préparateur physique ou sur un entraîneur adjoint à l'échauffement, mettre une caméra dans le bus au moment où on arrive ici et que ça soit retransmis auprès de nos téléspectateurs et pas que près de notre communauté le lendemain du match ou le surlendemain ou le soir du match. Donc voilà, on a pensé à plein d'aspects qui n'ont jamais été mis en place dans le foot français. Et voilà, et c'est pour ça que je parle de réformes qui sont structurelles. Donc il y a une amélioration en tout cas du cahier des charges que vous imposez, que vous demandez. Du coup, alors je continue sur le... Il faudra revoir la charte média de la Ligue, oui. Ouais. Sur le côté candide, on est le 22 mai. Est-ce qu'on peut déjà se projeter sur, je ne sais pas si c'est facile de répondre à cette question, mais qui va diffuser la Ligue 1 à la rentrée? Est-ce qu'on a déjà un début de réponse? Alors, je ne l'ai pas et je ne vais pas le chercher parce que même si je suis membre du conseil d'administration de la Ligue et que je faisais partie des gens qui ont voté l'arrivée de Nicolas de Taverneau à la tête de l'AFP Média, ce qu'on s'est dit entre nous tous, non seulement au collège, au CA, mais aussi au collège, c'est qu'il fallait laisser Nicolas travailler. Il consulte énormément, il discute énormément. Je n'ai pas d'informations, mais je n'en cherche pas, parce qu'il faut le laisser bosser. Ce que j'ai vu et ce que je sais, c'est la même chose que vous, c'est-à-dire quand on voit Alex Green. Ce qui est un peu bizarre, ce qui est très intéressant et ironique à la fois, c'est qu'il y a eu du Ligue 1 bashing pendant je ne sais pas combien de temps, et tout d'un coup, les droits sont sur le marché. Maxime Saada dit la Ligue 1, ça nous intéresse. Alex Green dit la Ligue 1, ça nous intéresse pour Amazon. Et je me dis, mais alors si on était aussi mauvais, pourquoi deux diffuseurs majeurs, deux acteurs majeurs mondiaux comme ça sont intéressés par le foot français? Donc ça m'interpelle dans le bon sens. Je ne le savais pas, je l'ai lu, comme vous dans les médias, et j'ai pas d'infos. Je pense qu'à un moment, l'année dernière, on a voté l'arrivée de DAZN le 14 juillet, ça m'a marqué à la fois parce que c'était le 14 juillet et puis parce que j'étais à Berlin pour la finale de l'Euro. On a fait 3 heures de collège dans la petite chambre d'hôtel que j'avais à Berlin avant d'aller au match. Et donc là, ça va être beaucoup plus tôt. Est-ce qu'on va savoir fin mai, début juin, je sais pas. Mais voilà, mon sentiment c'est que quand vous avez Amazon et Canal qui dit le foot français, la Ligue 1, ça m'intéresse beaucoup, ben moi ça me met du baume au cœur. Bonjour, Théo Faugère, la Dépêche du Midi. Je reviens sur le sportif et le bilan de saison. Il vous est arrivé par le passé à ce pupitre de nous donner les projections d'avant-saison, notamment en termes de classement final. Est-ce que vous en aviez fait cette saison et est-ce qu'elle correspondent à vos attentes? Et question un petit peu sous-jacente, on a un peu parlé avec certains joueurs, notamment le capitaine, d'expected points, expected goals, qui était très au-dessus de la saison dernière. Est-ce que du coup vous expliquez une sous-performance par rapport à ces chiffres sportifs? Alors, on avait projeté 42 points, vous allez dire que je vous jure que c'est vrai, sur la tête de mes 3 enfants. On avait projeté 42 points et plus un goal average. Ouais, on a fini à 42 points et plus un goal average. La frustration, et je vous jure que c'est vrai, sur la tête de mes gosses. La frustration, c'est que ça, c'est une projection d'avant-saison, et on sait que suivant la dynamique qu'on peut prendre, on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on est énormément frustré, et je vais répondre à la deuxième partie de votre question, ou à la deuxième question. C'est pour ça qu'on est énormément frustré, parce que quand on fait nul à Lyon fin janvier, début février, après avoir perdu contre Montpellier ici, qui était une énorme sortie de route, on est 8e ex-aequo à 1 point de la Coupe d'Europe. Parce qu'on était persuadé que la 7e, on s'est dit soit on gagne la Coupe de France,
soit c'est Paris qui la gagne, et donc la 7e sera européenne. Et qu'à partir de là, on a enchaîné une série de blessures qu'on n'a jamais eues en 5 ans. Vous pouvez tous les passer. Rasmus m'a dit qu'avec Djibril, ils ont joué 3 matchs ensemble. J'ai pas vérifié, mais il m'a dit ça. Donc Rasmus, Djibril, on a perdu. Niklas, on a perdu. Yann Bo, on a perdu. Zakaria, il a joué 71 minutes en 3 mois. On a perdu Joshua King alors qu'il était en pleine forme, il mettait but sur but. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on a fini 10e et pas au-dessus, les blessures. Et après, pour répondre à la deuxième partie de votre question, à votre deuxième question, on regarde toujours, et les joueurs sont éduqués là-dessus, maintenant. C'est pour ça que, je crois que c'est Vincent qui vous a parlé ça, vous avez dit. Il y a ce qu'on appelle la data, et ce qu'on appelle la data sous-jacente. Voilà. Et cette data-là, en fait, on se détache du résultat, des points, des buts marqués, des buts encaissés, et ça nous donne une indication de nos performances. Et c'est là qu'on a énormément sous-performé. On est le club en Europe qui a le plus sous-performé cette année sur les grands 5 championnats européens. En fait, non. Depuis 2020, il n'y a pas un club dans les 5 grands championnats européens qui a sous-performé en termes de data sous-jacente comme on l'a fait cette année. Il y a 12,3 points d'écart entre ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a fait. Est-ce qu'on avait l'équipe pour finir 4e ou 5e? J'y crois pas un instant. Je pense pas. Il faut un concours de circonstances et une dynamique incroyable, et que d'autres équipes autour de nous se cassent la figure, comme ça a pu arriver à Leicester quand ils ont gagné la Première Ligue, ou Brest l'année dernière qui a fait un parcours incroyable. Mais sinon, dans des circonstances normales, et on est des gens rationnels, et c'est pour ça qu'on essaye qu'on utilise la data, je pense qu'on n'avait pas l'équipe pour faire 4 ou 5. Par contre, on avait l'équipe pour faire au-dessus de 10. Et après, il y a les raisons. Et les raisons, en fait, c'est d'une simplicité enfantine. On n'a pas été assez bon défensivement, et on n'a pas été assez bon devant le but. Et si on avait été plus décisif dans les 2 surfaces, on a fait tout bien, à tel point que la data sous-jacente nous met entre 5 et 6. Sauf que quand on est arrivé dans les 2 surfaces, on a failli. Et cette faillite, ces 2 faillites, ont fait que on a fini 10e. Je rebondis sur quelque chose que vous venez d'évoquer, c'est les blessures. Oui. Effectivement, il y a eu énormément de blessures cette saison qui vous ont probablement coûté un certain nombre de points. Vous aviez dit aussi par le passé que vous étiez un club, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qui travaillait beaucoup sur la prévention des blessures et qui était, il me semble, un des clubs en Europe qui avait le taux le plus faible de joueurs blessés. On est passé de 96 cette saison, et comment l'expliquer comment l'expliquer? On est passé de 96% de disponibilité de joueurs par match à 88%. C'est la première fois qu'on descend. Le pire qu'on avait fait en 5 ans, c'était 93%. Le mieux, l'année dernière, c'est 96%. Cette année, c'est 88%. Et donc, c'est ce qui nous fait mal. Et puis en plus, on les a tous enchaînés au même moment, à part Rasmus, à partir du mois de début février. On perd Niklas, et puis après on perd beaucoup de joueurs titulaires au même moment, jusqu'à Zakaria, quand votre meilleur joueur offensif, vous l'avez 71 minutes en 3 mois, pour marquer des buts, c'est une évidence que ça va être beaucoup plus difficile. Les raisons, on a regardé chaque blessure, comme on le fait, on fait ce qu'on appelle, je sais que Martin n'aime pas quand je dis ça, on fait ce qu'on appelle un post-mortem, c'est-à-dire une revue on dissèque en fait, un post-mortem de toutes les blessures, pas traumatiques, mais parce que traumatique, ce qui est arrivé à Rasmus, on peut pas le contrôler. Oui, à Rasmus, et même à Niklas. Donc les blessures musculaires, et donc on les a toutes regardées. Il y a des fois on a fait des erreurs, mais on les a identifiés. Il y a des fois c'est faute à pas de chance. Il y a des fois on a récupéré des joueurs qui avaient peu ou pas autant joué les autres années que ce qu'ils ont été sollicités chez nous, donc leur corps est plus sollicité. On a eu énormément de problèmes avec la qualité des terrains pendant toute la saison, des terrains d'entraînement.
énormément. Et celui-là, le terrain d'honneur du stadium a été pendant très longtemps classé 18e au championnat des pelouses. On pense que ça aussi, ça a joué. Voilà, c'est souvent multifactoriel et ça l'a été. Mais ça nous a vraiment fait mal. Bonjour Président, Julien Carr, l'agence France Presse. Je reviens un petit peu sur le mercato. Quand vous dites qu'il faut vendre avant d'acheter, j'imagine que c'est une façon d'ouvrir la porte aux joueurs qui ont la plus forte valeur marchande. Je pense peut-être à Guillaume, à Zakaria. Enfin, est-ce qu'il y a des joueurs à qui vous ouvrez la porte clairement, quoi? Quels sont ces joueurs? Déjà, le premier que vous nommez, non. Pardon? Le premier que vous nommez, non. Vous avez parlé de Guillaume en premier? Oui. Zakaria, oui. Aaron, peut-être? Non. On va pas faire toute l'équipe non plus. Hein. Mais en fait, dans la situation dans laquelle on est et dans laquelle le football français se trouve, il y a deux options. On sait quel chiffre, ne le demandez pas, je vous le donnerai pas, on a besoin d'atteindre pour à la fois vendre et se mettre dans une bonne situation financière et réinvestir dans l'équipe. Ça, c'est très important. Parce que vendre sans réinvestir, vous n'avez plus d'équipe. Donc, on a les chiffres en tête. On sait quel chiffre il faut atteindre. Et après, il y a deux solutions. Il y a deux options. Soit on vend les joueurs sur les premières offres qu'on a. Et là, on se dépouille. Soit on vend les joueurs que nous, on a ciblés et on garde d'autres qu'on veut garder. Notre option, bien évidemment, comme on rentre dans la crise, comme on est rentré dans la crise le 14 juillet l'année dernière, dans une bien meilleure position que beaucoup d'autres clubs, et cette année, malgré tout ce qui est arrivé, on va encore dégager un bénéfice, et on va gagner de l'argent, on a le luxe de se permettre de dire, lui il part pas, lui il peut partir, lui il part pas, lui il peut partir. Donc ça va pas être, c'est pas les soldes de Galeries Lafayette. C'est nous qui allons être en contrôle de ce qui va se passer. À une exception près, mais ça on l'a toujours fait, c'est que s'il y a un club qui arrive et qui fait une proposition que nous on estime largement au-dessus de la valeur du marché du joueur en question, on le vendra parce qu'il en relève de l'intérêt du club. Et ça, on l'a toujours fait. Maouissa l'année dernière, par exemple. Même si je me suis battu avec lui et avec ses agents qui n'ont rien voulu entendre, ni les agents ni lui, pour lui dire, tu fais une erreur de partir aussitôt, et j'aurais bien voulu le garder un an de plus parce qu'il serait parti pour le double du prix. Mais il n'a pas voulu l'entendre. C'est la vie. Je ne lui en veux pas. Hein. Voilà, donc il y a des joueurs dont on sait qu'ils vont partir. Zakaria, je pense que Yann il est énormément sollicité par des clubs européens, et je m'arrêterai à ces deux-là. Ou je mettrai un troisième, Christian Caceres est énormément sollicité aussi, mais il y en a qu'on veut garder. Et je pense que peut-être que vous aventurez un peu loin quand vous dites la plus grosse valeur marchande c'est lui et c'est pas lui, vous serez surpris, je pense, par le marché. Pardon? Vous voulez savoir sa valeur marchande ou... Ah non, c'est pas un que l'on veut vendre, non. Juste une petite précision sur Djibril, j'ai pas tout à fait compris. Il est en fin de contrat, mais vous discutez avec lui pour une éventuelle prolongation, en fait. Ouais. D'accord. C'est en négociation actuellement. Okay. Bonjour, François Benetou pour l'AFP aussi. Ah, décidément, vous êtes venu en force. Bah ouais. On voit beaucoup de mouvements en ce moment dans les statuts des stades liés au club de Ligue 1. Il y a des stades qui s'agrandissent, d'autres qui sont rachetés. Il y a Lens ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez faire un point sur le dossier du stadium? Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur la saison écoulée. Est-ce que vous pouvez faire un point là-dessus, s'il vous plaît? Alors, j'ai vu que monsieur le maire avait fait une conférence de presse la semaine dernière, en fin de semaine dernière, dans laquelle il a dit qu'il allait recevoir les deux clubs, Stade Toulousain et nous, avant l'été. Voilà, donc je pense que c'est ce qui va se faire. Notre position, on travaille en très étroite collaboration avec la métropole qui détient le stade et avec le Stade Toulousain sur ce projet.
Notre observation est toujours la même, c'est qu'on est maintenant la 3e ville de France. Avant je disais la 4e, mais depuis janvier on est la 3e, avec le 14e plus grand équipement, au plus petit. Donc on a besoin d'un équipement qui soit en rapport avec le plus grand club du monde de rugby et un club de foot qui veut devenir un grand club de foot dans une ville qui est incroyablement dynamique sur un plan démographique et sur un plan économique. Et donc on travaille là-dessus à 3 entre la métropole, le stade et nous. Voilà. Ça pourrait être une histoire de garde partagée avec le Stade Toulousain. Ben, on est déjà en garde partagée parce qu'il y a des fois, il y a 5 fois par an, on leur confie le stade pour le week-end, le stadium pardon, pour le week-end. Donc on est déjà en garde partagée et ça se passe très bien, on collabore et ben voilà. Bonjour, Emmanuel Watt, alors je suis journaliste à France Occitanie, aujourd'hui c'est moi. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'il en était de l'hypothèse du rachat du club, voilà, l'aspect plus extra-sportif. Ben, je fais la réponse que j'arrête pas de faire depuis des semaines ou des mois, le club n'est pas à vendre. Voilà. Ça j'en sais rien. Ce que je vous dis c'est que le club n'est pas à vendre. Redbird n'a pas mis le club en vente, le club n'est pas à vendre. Voilà. Et que tout ce qu'on a vu, ça nous a interpellés. On se dit quand même, on fait l'actualité, le TEF, petit TEF, on fait l'actualité nationale et régionale sur le fait que le club serait sur le point d'être vendu. On s'est avertueux à dire aux gens qui nous posent la question, et notamment aux journalistes, avec un S, que le club n'est pas à vendre, et je vous le redis encore une fois, le club n'est pas à vendre. On pourrait être à vendre un jour. C'est ça la question. Comme Mawissa. Oui, Mawissa était intransférable. Je me souviens de la conférence de presse l'année dernière, vous aviez vraiment utilisé ce mot intransférable, vous étiez vraiment sûr de vous à ce moment-là. C'est vrai que tout va très vite dans le football. Ouais. Est-ce qu'un jour le club pourrait être... Qu'est-ce que je sais, je suis pas propriétaire du club. Je contrôle les transferts, je contrôle pas le transfert du club. Donc j'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est pour avoir, j'en ai parlé énormément sur les derniers mois, que ce soit avec Jerry Cardinal ou avec les personnes de Redbird qui sont en charge du projet du TEF, et très clairement, le club n'est pas à vendre. Est-ce qu'ils vont le vendre un jour? J'en sais rien. Monsieur le Président, bonjour. Arthur Lemaout pour Toulouse FM. Je voudrais vous faire réagir également sur une actualité extra-sportive. C'est par rapport au classement de l'équipe qui nomme le Stadium comme premier stade en France par rapport à l'expérience pré- et post-match. On sait qu'il y a énormément d'animation, également de buvettes. On sait que vous avez un public très jeune également. J'ai vu que 45% de vos abonnés avaient moins de 30 ans, ce qui est énorme. Il faut donc occuper ces personnes-là. Comment vous trouvez des idées? Est-ce qu'il y a des modèles? J'imagine peut-être l'Angleterre où voilà, il y a aussi une grosse expérience autour des matchs. Et quelles sont peut-être également les animations à venir? Avez-vous des idées pour la saison prochaine? Merci. Alors, merci pour votre question qui est excellente. En Angleterre, en fait, il se passe rien autour des stades, parce qu'en fait, il y a la culture du pub. Donc, soit les gens arrivent directement de chez eux et ils rentrent et le stade est vide jusqu'à 5 minutes du coup d'envoi, en fait. C'est une culture qui est différente. Et soit ils vont au pub, ils vont directement... Non, je rigole pas, c'est la culture du pub qui est en Angleterre, que ce soit au foot ou au rugby. Et ceux d'entre nous qui ont assisté à des matchs du Six Nations dans une ville d'un pays britannique le voient aussi, c'est culturel. En fait, je sais que je vais paraître un peu arrogant, mais que vous avez l'habitude. On est pris un exemple maintenant. Donc il y a beaucoup de clubs qui viennent nous voir. On s'inspire, donc c'est super. On s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis, pas mal. On s'inspire de ce qui se fait en Allemagne, où il y a des fan zones importantes dans les stades ou sous les stades, dans les coursives des stades. Et puis après, on a notre propre créativité. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais, c'est un mix du travail de notre service des opérations, qui est mené par Caroline Moiry, de notre marketing, qui est mené par Mathieu Lacombe, de la
qui est mené par Martin, et il se creuse en permanence la tête. On essaie de changer des choses tout le temps. Voilà, donc les idées viennent pas de moi, je vous dis franchement. Moi, je suis là pour les encourager, pour leur dire... l'objectif, quand on s'était fixé, quand on est arrivé, on a regardé les stats. Les spectateurs arrivaient 25 minutes avant le match. Cette année, on est à 1h05, en moyenne. Donc moi, je fixe ce cap-là d'une certaine manière. Je dis, voilà, il faut qu'on fasse mieux. Et puis après, on a une équipe, derrière l'équipe, qui est extrêmement jeune, extrêmement créative, extrêmement dynamique. La dernière chose que je veux faire, c'est, moi, le vieux crouton, stopper leur créativité ou leur dynamisme ou leurs idées formidables. Je pense que la prochaine évolution, ça sera en tribune sud, sous la coursive de la tribune sud, où on adorait faire une espèce de fan zone comme elle existe à Dortmund ou à Brighton. Brighton vient de dépenser la modique somme de 100 millions de pounds pour créer leur fan zone. Nous, on dépensera même pas 1 million d'euros, mais l'esprit y est, et ça, c'est sûrement la future grosse évolution. Je reviens sur le mercato à venir. On a parlé des possibilités de départ. Qu'en est-il des éventuelles arrivées? Surtout, dans quel secteur vous identifiez des profils à recruter? J'ai une question un peu sous-jacente. Ouais. Vous m'excuserez. Vous arrivez à le prononcer, moi non, sous-jacent. Ouais. J'étais un peu surpris tout à l'heure que vous parliez d'inefficacité dans les deux surfaces, parce qu'il me semble, le classement de la défense, le TEF est 6e, je crois, et 14e attaque, il me semble, peut-être je me trompe, mais ça doit être quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a eu des manques cette année dans le secteur offensif que vous avez identifié et qui serait né peut-être du dernier mercato? Est-ce qu'il y a eu une faiblesse là qui explique justement ce différentiel qu'on a observé un peu toute la saison, ce manque d'efficacité, cette différence entre l'attaque et la défense? Alors, sur le plan défensif, vous avez raison, jusqu'à, je crois, la 25e journée, on était même 2 ou 3e défense, et après on s'est écroulé. Et en fait, ce qui nous a gêné toute la saison, et bien évidemment on l'a pas dit, mais ce qui nous a gêné toute la saison, c'est que notre performance, quand on s'est retrouvé aux alentours de la 7e, la 8e place, elle était définie par notre qualité défensive et pas par nos qualités offensives. Et c'était pas une question individuelle de joueurs, c'était une question d'animation. Et donc c'est un truc qu'on a essayé de régler pendant toute la saison. On a fait des changements, le staff technique a fait des ajustements 12 semaines avant la fin du championnat. Et c'est aussi la qualité d'un entraîneur et d'un staff, c'est de trouver des solutions. Et on a marqué beaucoup plus de buts à ce moment-là que sur les premières journées. Donc ça, c'était positif, même si c'était un peu tard, mais je dis pas ça pour jeter la pierre à Carles et aux entraîneurs adjoints, pas du tout, parce qu'ils ont le mérite de trouver. Et pour trouver, il faut chercher, et donc il faut se remettre en cause et en question, et ils l'ont fait très bien. Donc l'efficacité défensive, elle a existé. On savait qu'elle n'allait pas tenir toute la saison à la 2e ou 3e place, et en finissant 6e, c'est là qu'on s'est un peu aussi écroulé, parce qu'on a pris 4 contre Brest ici, 3 à Marseille, j'en passe, c'est les plus horribles. Donc ça nous a fait baisser en performance défensive. Et offensivement, franchement, quand vous n'avez pas votre attaquant le plus efficace pendant 3 mois, Jacques Aria, et qu'on a perdu Joshua pendant 6 semaines, alors qu'il était sur une série, je crois qu'il avait fait 4 en 6, plus 2 passes décisives, ou 4 en 7, et plus 2 passes décisives, voilà, vous avez la réponse à votre question. Donc, on était content de ce qu'on avait fait l'été dernier. Joshua, c'est un super joueur, vous avez pu le voir, qui est polyvalent, il peut jouer devant, il peut jouer à 2, il peut jouer sur le côté, comme il a fait sur le dernier match. Il a fait un malheur à Saint-Étienne, il a fait de bons matchs avant, à partir du moment où Carles l'a mis sur le côté, et sur le côté gauche et Yann à droite. Donc c'est pas un problème individu, enfin c'est pas un problème d'un individu, c'est un problème
de pas avoir eu les joueurs forts dans la finition que sont Zakaria et Josh pendant une très très grosse partie de la saison. Franck est passé par une période difficile jusqu'au match du Havre, et puis après il a fait une très bonne deuxième partie de saison, mais il a eu une première partie de saison difficile, notamment sur un plan mental. Par contre, il a montré après que c'était un très bon joueur et que c'était le joueur qu'on avait recruté, c'est celui qu'on a vu à partir du match du Havre. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui a fait que... Mais c'est pas un manque du mercato de l'été dernier, si c'est votre question sous-jacente. Vous avez très peu évoqué Carles, justement. Est-ce que du coup le staff, avec toute votre confiance, est reconduit sans problème? Est-ce qu'il y aura des améliorations, des ajouts? Et qu'en est-il du rôle justement de Carles dans ce recrutement? Le staff reste le même. On a fait les entretiens de fin de saison avec tout... on a fait 2 jours d'entretien de fin de saison avec tout le staff technique, médical, etc. Et Carles il y a des évolutions qu'il veut apporter, pas à son staff technique, mais de la manière dont il travaille. La saison prochaine, il m'a appelé hier pour m'en reparler encore. Et je trouve qu'il y a de très bonnes idées. On a beaucoup phosphoré sur comment améliorer ce qu'on appelle la période de transition, c'est-à-dire la post-formation. Des jeunes qui sont moins de 19 ou 19, qui jouent en 19, et comment on fait pour les faire arriver, ou en National 3, pour les faire arriver en pro encore plus près que ce qu'ils le sont. Par exemple, l'année dernière, JD, il avait fait 2 matchs de N2. Donc JD, en fait, il a fait U19 pro directement. Donc on a phosphoré toute la saison là-dessus, et on a un plan et une stratégie. Tout le travail qui a été fait avec les attaquants autour de Jordan Galtier sur les 12 dernières semaines du championnat, je pense qu'ils vont continuer à le faire la saison prochaine. Donc il y a des ajustements dans la manière de fonctionner à l'intérieur du staff, dans le relationnel avec les joueurs et dans l'animation de la semaine avec les joueurs. Ça oui, il n'y aura pas d'ajustement avec quelqu'un qui va venir de l'extérieur. Et votre deuxième question, c'était par rapport à Carles et le recrutement, c'est ça? Ben, en fait, on a toujours, dans 5 ans, on a toujours fonctionné de la même manière. On donne des vidéos et des rapports data et techniques à l'entraîneur sur le joueur qui arrive. Je voudrais revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, les 40 propositions qui émanent, donc, si j'ai bien compris, du groupe de travail auquel vous avez participé sur la santé économique. Vous avez et la mise en valeur du produit. Autant pour moi. L'avantage d'être président, c'est que vous pouvez changer l'intitulé du groupe. Comme vous voulez. Donc, j'ai quand même consulté, j'ai demandé la permission aux 2 présidents, celui de la Ligue et de la Fédé. Et que ces propositions allaient être transmises là, cette semaine, je crois, au club de L1 et 2. Entre demain, quand j'aurai le temps de faire 36 emails, en fait, à 36 présidents. Donc entre demain et lundi. D'accord. Et comment ça va se passer ensuite, en fait, l'acceptation ou pas par les clubs En fait, pour chaque proposition, il y a un vote. Acceptez-vous cette proposition ou vous la refusez? Et après, il y a une échelle de temps. Est-ce que vous pensez qu'elle est urgente ou on peut... En fait, urgent, c'est 1er juillet 2025. Est-ce que c'est moyen terme, 1er juillet 2026, ou est-ce que c'est long terme et on peut repousser au-delà du 1er juillet 2026? En fait, la saison qui commence en 27. Et après, on va le faire à la majorité. Du moins, c'est comme ça que je l'envisage. La manière dont j'ai mené le groupe, c'est que toutes les idées étaient bonnes à prendre, et il y en a eu des étranges. Toutes les idées étaient bonnes à prendre. J'en ai écarté aucune. Je me suis placé dans une position dès le premier jour en disant c'était un groupe qui était constitué que de clubs de Ligue 1, mais j'oubliais pas qu'il y a 3 ans on était en Ligue 2 et qu'on peut y retourner. Donc j'ai pas du tout cherché à faire un split Ligue 1, Ligue 2 et écarter la Ligue 2. C'était pas le cas, c'était pas mon état d'esprit. Et le rendu sera la même chose. Le truc sera envoyé à tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 avec un vote, et puis après suivant la réforme qui est adoptée, en fait, et on l'a mis dans le questionnaire, et pour ça je dois remercier les équipes de LFP Média et de Foot Unique qui m'ont
soutenus de manière incroyable, qui ont fait un travail de mise en forme phénoménal. Je m'en serais jamais sorti sinon. Et en fait, sur chaque mesure, on indique qui doit prendre la décision sur un plan statutaire. Donc c'est la commission paritaire de la Ligue, c'est le CA de la Ligue, c'est le collège, c'est l'Assemblée générale de la Fédé, c'est le COMEX de la Fédé, c'est l'État. Aussi, il y a des trucs, on doit changer le code du sport pour le changer. Donc voilà, ça va partir ça part sous cette forme-là et on traitera le retour comme ça. Je voudrais vous interroger sur votre expérience au CA de la Ligue, justement, en septembre, je crois que vous avez été élu, si je ne dis pas de bêtises. Le regard que vous avez sur cette fonction et la question sous-jacente, c'est votre relation avec Vincent Labrume. Vous parliez de... Il y a une caméra cachée ou quoi? Vous mettez 10 € à chaque fois qu'il y en a qui sort sous-jacent? Okay. Vous parliez de L1 bashing, le Vincent Labrume est toujours victime d'un certain bashing. Je crois que vous avez une relation assez proche avec lui. Par contre, il a une relation assez éloignée avec Canal. On a du mal à imaginer Canal produire le football si Vincent Labrume reste président. Est-ce que vous pouvez avoir un rôle de modérateur par rapport à ça? Alors non, j'en ai déjà assez. C'est Nicolas qui est en charge de la relation avec les potentiels diffuseurs. C'est un choix de Vincent d'avoir fait venir Nicolas de Taverneau. Effectivement, je vois qu'il y a du Vincent Labrume bashing. Je suis pas particulièrement proche. J'ai voté pour lui. Comme 82%, je crois qu'il a été élu à 82% des voix. Donc j'ai pas été seul. Voilà, parce que je l'ai dit à cette époque-là et je le redis maintenant, c'était le meilleur candidat sur les deux et c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Pour revenir à la première partie de votre question, je pense que peut-être que si j'avais pas été au CA, Philippe Diallo m'aurait pas proposé ou imposé de prendre la direction du groupe de travail sur la stratégie économique et la mise en valeur du produit. Donc c'est intéressant. Comme j'ai plus accès à l'information qu'avant, je me fais encore plus de soucis qu'avant, en fait, pour l'avenir du foot français. Et puis il y a une volonté des clubs de Ligue 1 qui sont au CA de la Ligue d'ouvrir les informations que l'on a au collège de Ligue 1. Et par exemple, le choix du futur diffuseur statutairement, il relève du CA, mais tous les clubs qui sont au CA se sont engagés à ce que ce soit le collège de Ligue 1 qui choisisse. Donc on essaye d'ouvrir au maximum. Les statuts sont ce qu'ils sont. On est, je crois, 17 au conseil d'administration de la Ligue. C'est pas moi qui l'ai voté, c'est pas moi qui ai fait ces statuts-là. J'ai fait campagne pour être élu au conseil d'administration. Si les gens ne me voulaient pas, je crois que j'ai eu un score castrice de 85 ou 86%. C'était pas difficile de voter contre mon arrivée. Donc là, je suis tout à fait à l'aise avec ce rôle-là. C'est à la fois intéressant, stressant, mais bon, je l'assume parce que c'est la décision que j'ai prise et je l'ai prise en consultant le comité de direction du club, le comité exécutif du club, et que sans leur soutien et sans leur OK, je n'y serais pas allé. Encore une question? Shannon Marini, ici Occitanie, ex-France Bleu. Le futur centre de performance du TEF, je crois, est à l'arrêt depuis le mois de septembre. Est-ce que vous avez une idée de quand ça pourra reprendre, de comment ça va À mon grand désespoir, à notre grand désespoir, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de date. Ce qui est clair, c'est que vu la situation du foot français économique et donc la nôtre au TEF, on ne pourra pas reprendre les travaux sans un apport en cash de Redbird sur le projet. Je leur ai dit plusieurs fois. Mais tout seul, comme on pouvait le faire avec des droits télé à 18 millions, on ne peut pas le faire avec des droits télé à 0. Donc soit on a un apport de cash de Redbird spécifiquement sur ce bâtiment, sachant que le pool bancaire qui nous soutient est toujours présent, soit il ne se fera pas. Et ça serait une catastrophe pour le club si ça ne se faisait pas.
Parce que là, maintenant, on en est à un point où des joueurs ne veulent plus rester à cause de nos conditions d'entraînement. Les terrains et le fait que... Enfin, ils ne veulent plus rester. C'est un bien grand mot, mais... Ils seront moins enclins à rester à cause de nos conditions d'entraînement, que ce soit les terrains d'entraînement ou le fait qu'on n'ait pas de centre de performance. Ils sont sur 3 sites, ils se changent dans le vestiaire de match, ils vont prendre le petit déjeuner au 4e étage, ils font le travail de prévention au petit centre technique qu'on a ici qui est vieillot et qui est complètement déplacé. Après ils vont sur le terrain. Enfin, c'est pas, on a les pires conditions de travail, L1 et L2 confondus. Et donc ça devient vraiment un problème. Arthur Lemaud, Toulouse FM. Au TFC, on aime le violet, mais aussi le maillot jaune. Et ça tombe bien, le Tour de France passera le 16 juillet ici. Il s'élancera pour un départ fictif du stadium. J'ai regardé sur la liste des matchs amicaux, vous ne jouez pas. Est-ce que ça veut dire que, Monsieur le Président, vous serez présent ou alors je suis complètement hors sujet? Alors j'ai reçu une très gentille invitation de Monsieur le maire hier pour être à ses côtés le 14 juillet. Donc je vais essayer de prendre des vacances. Mais si je suis à Toulouse, je serai présent, mais je ne serai pas sur un vélo. Et voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. Et puis merci beaucoup. Bonnes vacances à tous. Et puis, bonnes vacances, merci beaucoup.